La saison morte du baseball majeur est amorcée depuis plusieurs jours déjà. La question Juan Soto, où c'est qu'il va signer, est sur toutes les lèvres présentement. Mais vous savez comme moi que ce n'est pas le seul sujet qu'il y a dans le baseball majeur actuellement. Donc, on est là pour en jaser. On va jaser de Juan Soto, on va jaser de plusieurs sujets avec Sébastien Berroir qui est là comme à chaque semaine. Monsieur Berroir, comment vas-tu? Ça va très bien. J'ai hâte que la saison morte soit un petit peu moins morte, là, mais sinon, Ouais. ça va bien. Ça va bien. Moi, ça va particulièrement bien, Sébastien, parce que pour la première fois au podcast, Monsieur Maxime Trudeau, qui est Yes. présent et qui nous fait l'honneur de sa présence. Mon cher Max, comment vas-tu? Bonjour messieurs, je vais très bien, merci de vous enquérir. C'est un honneur d'être avec vous ce soir. Merci de me recevoir, c'est gentil. Ça fait plaisir, Max, évidemment, qu'on peut lire depuis. Ça fait quoi, 2018? Depuis 2018 que tu écris sur le site. Tu es un vétéran du site. Tu étais là avant, Sébastien. Oh, oui. Ouais, 2018, je pense que dans la hiérarchie, là, il y a toi, Charles-Alexis, puis après, je pense que c'est moi. Là, donc, De c'est ceux ça. qui restent, je pense que oui. Je pense que oui. Oui, exactement. Puis c'est moi qui crie tout le temps là, sur les Royals de Kansas City, là, pour ceux qui veulent mettre un visage. Ça en prend un. Voilà, c'est moi. Mais ça va être plus facile d'écrire sur eux pour les prochaines années là, Ouais. avec le succès qu'ils ont eu en série. Mais écoute, pour ceux qui se le demandent, le portrait 2025 sera écrit des Royals par Maxime Trudeau. Comme le 2026 le sera aussi. Voilà. C'est un contrat de 2 ans que tu as, c'est ça? C'est ça qu'on comprend? Exactement, contrat indéfini. Voilà. Max, c'est un contrat à vie. C'est ça. Bien, merci. Max, dans les derniers mois, on a été voir du baseball ensemble. On est allé au Temple de la Renommée ensemble. On a été voir de la balle aussi. Les Mets de Syracuse dans le 3A qui affrontaient le club école des Yankees. On a été à même de constater à quel point le système de révision pour des balles et des prises est tout simplement magique. Dans un monde où, on va se le dire, là, baseball, hockey, football, tout ce que tu voudras, les révisions, c'est tellement long, puis ça prend du temps, puis ça coupe le timing. Le système qui existe pour faire des révisions en 8 à 10 secondes sur des balles et sur des prises au baseball, c'est tout simplement magique ce qui se passe dans les mineurs. Et vraiment, quand on est allé ensemble, là, de un, c'était une fin de semaine extraordinaire à ta compagnie. Mais, mais oui, le match, là, c'est la première fois que je voyais ça en personne. Dans le fond, le système de révision, là, Charles-Alexis, pour qu'on mette un peu nos éditeurs là, en contexte, si autant le lanceur que le frappeur n'est pas d'accord avec la décision que l'arbitre a rendue, c'est pas plus compliqué. 2 petites tapes sur la tête, ainsi. Et tout le monde sait que soit le lanceur ou le frappeur conteste la décision de l'arbitre. Comme tu l'as mentionné antérieurement, là, c'est une affaire de même pas 10 secondes. Puis on a accès à la reprise vidéo et on voit si, en fait, là, la personne qui a contesté, ben, elle avait raison ou elle n'avait pas raison. Puis j'ai trouvé ça vraiment génial, honnêtement, Sébastien et Charles-Alexis. Là. Quand tu es au stade, quand tu es présent, ça passe en un clin d'œil. Tu n'as pas l'impression que le match, il n'y a pas de rythme ou que ça casse le rythme. Pas du tout. Ça se fait super bien. C'est efficace. Puis, sincèrement, là, j'aimerais vraiment ça, là, que dans les majeurs, là, ils l'instaurent le plus rapidement possible. Dites-moi si j'ai raison ou pas, les gars, là, mais on parlait peut-être de 2026 pour ça, là, le règlement. Donc, ça fonctionne bien en 2024 dans le 3A. On va voir pour 2025. Puis si on peut y aller en 2026, bien, écoutez, tant mieux, ce serait magique parce que avant de vous laisser la parole, les gars, là, hier, je regardais le match de hockey entre les Caps et les Maple Leafs. Les révisions, là, ça a été interminable, interminable. Ça casse le rythme, c'est pas le fun. Imagine, tu es à la télé, dans ton salon, pardon, tu regardes la télé, c'est long. Imaginez quand tu es présent au stade. Ça ne veut pas le faire. Là. On est rendu en 2024, bientôt en 2025. Il faut qu'on utilise la technologie à bon escient. T'sais. La technologie est là, puis c'est ça qui est le fun. Puis tu sais, tu le mentionnais, on le voit directement, ça va sur le gros tableau qui est dans le champ centre. Puis c'est le même principe que quand on, tu sais, pour ceux qui regardent du tennis depuis des années, cette technologie-là, elle existe. Moi, depuis que je vois du tennis à la télé, là, on dirait, tu sais, c'est vraiment, bon, tu vois en 2 secondes, est-ce que la balle est allée sur la ligne ou pas. Là, c'est le même principe, que ce soit le lanceur, que ce soit le frappeur, que ce soit le receveur. Tu peux demander une révision comme ça. Ça prend quelques secondes. Tu as le droit à un maximum d'échecs durant un match, donc tu ne peux pas le demander à tous les lancers, évidemment, là, ce serait contre-productif. Mais moi, Sébastien, c'est ça, c'est que tu gardes quand même cet aspect-là humain, mais tu gardes tes arbitres imputables aussi, parce que s'ils font trop d'erreurs à un moment donné puis qu'il y a trop de révisions, ben, ils vont avoir l'air fou. Fait que tu améliores l'arbitrage, mais tu gardes ce petit côté-là de hey, le receveur est important pour framer des balles, mettons. Exactement. Ça n'enlève pas le rôle du receveur.
À l'exception de quelques lancers où ben là, on va avoir la décision exacte sur si le lancer est à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone des prises. C'est la solution idéale parce que, comme vous l'avez mentionné, ça ne prend pas de temps. On va passer d'un match de 2h07 à un match de 2h09, donc ça n'a aucun impact sur la durée des matchs. Puis, c'est pas juste un arbitre robot qui est, j'allais dire derrière le marbre, mais qui n'est pas derrière le marbre. On enlèverait pratiquement l'humain derrière la plate. C'est pas ça du tout. L'officiel continue à faire son travail. Puis si dans un moment important, parce que comme tu l'as dit, Charles-Alexis, ça ne sera pas à tous les lancers, ça va être seulement quelques fois dans les matchs, surtout dans les moments importants, parce qu'on ne voudra pas passer cette récrimination en début de match, peut-être sur un lancer qui n'a aucune importance. On va le faire quand on va avoir des coureurs sur les buts, quand ça va avoir vraiment une incidence sur le match. Donc, ça va arriver seulement à quelques reprises. Donc, l'officiel va continuer de faire son travail. Le receveur va continuer de faire son travail. Puis, on va avoir des meilleures décisions dans des moments qui vont être très importants, surtout en séries éliminatoires. On l'a vu cette année, ça a été très, très difficile pour les officiels derrière le marbre. Donc, on pourrait changer peut-être à certains égards l'issue de certains matchs, mais à tout de moins, on va avoir la bonne décision dans la plupart des cas. Puis, tu sais, corrige-moi, Max, si je me trompe, dans le match qu'on est allé voir, c'est arrivé quoi, 3, 4, 5 fois? Tu sais, je veux dire, ça n'arrive pas 15 fois non plus. Là. Fait que, tu sais, on parle de ne pas casser le rythme, mais ça n'arrive pas tout le temps non plus. Là. Non, c'est ça. C'est pas arrivé longtemps. Puis les équipes là, ont droit à trois challenges. Tu as droit à 3 erreurs dans le fond. Si tu te trompes 3 fois, tu contestes et tu n'as pas raison, ben too bad. Là, 3 strikes, you're out. Donc, c'est ça. Donc, en même temps, ça fait en sorte que, tu sais, s'il y a des joueurs qui chialent tout le temps là, des décisions de l'arbitre et tout, puis ils contestent, puis à un moment donné, tu sais, si ils contestent puis ils n'ont pas raison, c'est l'officiel qui avait raison, bien à un moment donné, les coéquipiers vont peut-être arriver et faire « Hey, tu sais, tu peux arrêter de contester, s'il te plaît? » Ou encore, s'il y en a d'autres qui, eux, sont comme, tu sais, ils ont vraiment l'œil au bâton, ben OK, s'il va, c'est qu'il a sûrement raison. Ça pourrait changer un peu la dynamique du match. Puis c'est un des aspects vraiment qui me plaît le plus là, de ça. Là. Ouais. Puis un qui pourrait en profiter, c'est Juan Soto. Là. On va en parler plus tard, là, mais un qui a un œil au bâton, là, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de retraits sur des prises, qu'il y a beaucoup de buts sur balle, risque d'en avoir encore plus parce que à plusieurs reprises, c'est l'officiel qui le retire sur des prises, qui ne lui donne pas son but sur balle. Donc, à ce moment-là, avec un œil au bâton si aguerri, Juan Soto risque de l'utiliser peut-être un peu plus que les autres, puis il va se tromper un peu moins que les autres aussi. Et ouais, puis imaginez, là, les gars, comment Juan Soto, il y a une prestance à la plaque, là, comment des fois, il fait même un petit show là, quand il est au bâton. Là. Imaginez, en plus, si on y rajoute ça, il se tape sur le casque et tout, il voit qu'il a raison. Ça serait magnifique. Là. Moi, je veux voir ça. La question, messieurs, c'est avec qui il va faire ça dans les prochaines années? Puis regarde, Sébastien, allons-y parce qu'il y a beaucoup de rumeurs avec les Blue Jays de Toronto. Donc, allons-y avec le bloc sur les Blue Jays. OK! Blue Jays! Let's play ball! Sébastien, je te lance ça, drette sec. Juan Soto avec les Blue Jays, on n'y croit pas, là. C'est assez. Hein? Non, on n'y croit pas. Pourtant, on nous ramène ça de jour en jour, de semaine en semaine depuis la fin de la saison, avec des gens qui sont quand même proches de certains dirigeants dans le baseball majeur, puis ils nous disent que les Blue Jays sont vraiment dans le dossier. Un peu comme l'an dernier, malgré tout ce qui s'est passé, malgré l'avion de Shohei Ohtani, les Blue Jays étaient dans le dossier du Japonais. Donc, encore une fois, on est là, on est présent. On rencontre Juan Soto, donc au moins on se déplace pour essayer de faire valoir nos points. On passe dans les premières équipes. Est-ce que, comme ça a été souvent le cas, on va servir à mettre un petit peu un barème de prix pour Juan Soto et par la suite, on le sait que les 2 dernières formations à passer, c'est les 2 équipes de New York. Donc là, peut-être que c'est là que ça va se passer, mais au moins, on tente quelque chose du côté des Blue Jays. Par la suite, on ne pourra pas dire qu'ils n'auront pas essayé. Souvent, on va blâmer la direction des Jays, mais ils font les efforts pour aller chercher des gros joueurs. C'est un petit peu par la suite que ça se garde quand on ne réussit pas à mettre la main sur ces gros joueurs-là, que là, on a plus de difficultés à amener d'autres éléments pour améliorer l'équipe. Tu vois ici, on a un bon reflet dans les commentaires de ce qui se passe avec Juan Soto. Il y a Benoît qui nous dit Yankees all the way et il y a Yannick qui nous dit Soto aux Mets. C'est un peu les 2 équipes là, qui sont parmi les favorites. Max, d'un autre côté, tous les informateurs du milieu sont en train de dire que les Blue Jays sont une menace, mais tu sais,
passer proche, c'est juste bon à la pétanque. Là, quand tu finis deuxième dans un dossier comme ça, ben, c'est comme Shohei Ohtani l'an passé. Là, il n'est pas plus à Toronto qu'ailleurs. Il est à Los Angeles, puis c'est tout. D'un autre côté, dans l'optique où tu veux tellement viser grand puis tu veux faire les séries à tort ou à raison si tu es les Blue Jays de Toronto, puis que l'an passé, tu avais 700 millions de dollars à donner à Shohei Ohtani, ben Max, tu n'as comme pas le choix de te déplacer en Californie puis d'aller rencontrer, ne serait-ce que rencontrer Scott Boras et Juan Soto. C'est indéniable, les gars. Là. Juan Soto, c'est un talent générationnel. Là. On parle d'un joueur qui change le visage d'une organisation là, en un claquement de doigts. Là, puis, je voulais juste, avec vous, là, discuter. Souvent, on entend là, les dire « Ah, vous savez, Toronto sont dans le mix, Toronto sont là. » Ben non, il n'ira pas à Toronto, mais il ne faut pas minimiser, les gars, là, le marché de Toronto, OK? En lien avec tout ce qui se passe aux États-Unis, là, puis tu sais, je ne veux pas parler de politique, là, loin de là, c'est pas on est un blog sportif et tout, là, mais le mode de vie au Canada là, peut être attirant pour des joueurs autonomes, OK? Quand je pense à l'époque là, à George Springer, quand il avait signé à Toronto, là, tu sais, il était venu ici, il était content. Au Canada, on le sait, là, il y a moins c'est plus une société égalitaire. Donc, c'est pas tout le monde, tu sais, mettons Juan Soto, là, que lui, c'est pas un Américain dans la vie, donc qui joue au Canada, qui joue aux États-Unis, ben lui, de toute façon, il joue pas chez lui, tu sais. Donc, le marché de Toronto, là, Toronto, c'est une ville vibrante, multiethnique, multiculturelle. Donc, peu importe là, de ta nationalité ou tes horizons, tes origines, peu importe, ben, tu vas être bien accueilli à Toronto, puis c'est une ville qui fait bon vivre, tu sais. Donc, il y a pire comme marché que Toronto. Là. Donc, tu sais, quand j'entends les gens dire « Ah, ben oui, on le sait bien, Toronto, ils utilisent juste ça pour… » Non, je pense que les joueurs ont sincèrement un intérêt de venir pour la ville de Toronto. Puis, en plus de ça, là, avant de vous laisser la parole, tu sais, l'équipe est bonne sur le terrain quand même. Là. Il y a des bons éléments. Là, tu sais, jouer avec Vlad Guerrero, avec Bichette, on s'entend, il y a pire. Là. Donc, je pense vraiment que Toronto peut être dans le mix pour Soto. Est-ce qu'il va aller là en bout de ligne? Je pense pas. Je pense que ça va être vraiment un des deux clubs de New York, mais quand même, Toronto a les moyens d'attirer un joueur de la trempe de Juan Soto. Mais le commentaire est intéressant, puis surtout, je pense que tu as mis le doigt sur le bobo. Il y a beaucoup d'Américains qui se disent probablement, ben regarde, j'ai 29 chances sur 30 de jouer dans mon pays. Peut-être que ça peut changer la donne. Mais en effet, pour un Dominicain, puis surtout, on parle potentiellement qui aimerait rester dans l'Est parce que c'est plus proche de la République dominicaine. Voilà. C'est sûr que Toronto est plus dans l'Est que Los Angeles ou San Diego peuvent l'être, là, ou des marchés dans ce sens-là. Donc oui, c'est un commentaire qui est quand même intéressant à ce niveau-là. Puis, Sébastien, je suis persuadé que ça fait partie du pitch de vente qui est peut-être semblable à celui de Shohei Ohtani, dans le sens où Ohtani, je suis persuadé que l'an passé, ils leur ont dit, ben écoute, t'es gros au Japon, t'es gros aux États-Unis, veux-tu être gros dans un troisième pays? C'est la seule place où on peut te l'offrir. Ben là, c'est la même chose. Il est déjà parmi les visages du baseball en République dominicaine et déjà, évidemment, un très gros nom au niveau des États-Unis. Ben là, c'était les Blue Jays, tu dis, ben regarde, mon homme, moi aussi, je suis capable de te rajouter un troisième pays. Oui, exactement. On va lui offrir un marché à lui tout seul. Si Juan Soto arrive dans le marché canadien, ça va lui appartenir malgré la présence de Vladimir Guerrero. C'est sûr que ça peut être un point qui va faire partie des négociations. Par contre, la manière que je vois ça, c'est qu'au final, les Mets vont avoir la meilleure offre. Je serais très, très surpris que les Blue Jays réussissent à miser plus haut que les Mets. Je pense que les Mets, dans tout le baseball majeur, c'est eux qui vont avoir la plus grosse offre. Les Yankees ne seront pas loin. Probablement que les Blue Jays, peut-être même, pourraient miser plus que les Yankees. Et c'est là que Juan Soto va décider. Si la meilleure offre est à New York, il va falloir que les arguments des Blue Jays soient vraiment convaincants parce que, premièrement, tu as l'argent à New York, tu as le marché de New York, sans rien enlever au marché de Toronto. Donc, dans cette optique-là, j'ai beaucoup de difficultés à voir un Juan Soto arriver à Toronto. J'ai hâte de voir ce que ça va donner à ce niveau-là parce qu'évidemment, je parlais tantôt des commentaires que c'est Yankees-Mets. Là, c'est encore un petit peu la même chose. Yannick qui nous dit ici, Soto s'en va rejoindre son pote Lindor avec les Mets. Mon père qui nous écoute, qui nous mentionne Soto, va être avec les Yankees pour longtemps. Ça tourne toujours alentour de ces deux formations-là par la force des choses, mais tu regardes un Soto que tu placerais devant un Guerrero Junior, c'est sûr que tu transformes l'équipe au même titre que les Yankees ont été transportés quand tu le mets devant un Aaron Judge. Il y a une comparaison facile à faire. En plus, Judge et Guerrero Junior qui frappent de la droite. Ceci étant dit, Max, il y a peut-être l'attrait de la ville qui peut être intéressant, même s'il semble bien se plaire à New York.
Mais il y a aussi l'aspect de la victoire qui va être important pour Juan Soto. À ce sujet-là, Benoît qui nous dit Soto veut gagner. C'est pas à Toronto avec un coach Pee-wee qui vont gagner. Qu'est-ce que tu réponds à Benoît? Écoute, je pense que Benoît et moi, on est faits pour être amis. Je ne suis pas le plus grand partisan de Schneider. Là. Écoutez, quand les Blue Jays ont été éliminés là, contre Seattle en série, j'étais présent au stade puis j'en revenais pas là, de la gestion. Il y a eu une cassure pour moi avec John Schneider, ce moment-là. Puis il a été pas pire cette année. Là. Bon, OK, il faut que j'y donne, mais en même temps, une saison que tu n'as rien à perdre, tu fais jouer des jeunes, l'atmosphère est relaxe. Mais non, je suis d'accord là, avec Benoît. Là. Schneider, moi, je ne le truste pas, là, tout simplement. Là. Ce ne serait pas mon homme de confiance. Là. Mais tu dis que tu n'es pas le plus grand fan. Ça existe-tu, ça, des fans de John Schneider? À part Ross Atkins, là, ça existe-tu un fan de John Schneider? Puis, tu sais, il n'y a pas à dire, il a fouillé, là, puis il a dit j'ai pas trouvé mieux que John Schneider dans les dernières semaines. Fait que ça implique que Skip Shoemaker, à ses yeux, n'est pas nécessairement meilleur. Bref, ça, c'est un débat qu'on a déjà eu. Sébastien, si jamais les Yankees devaient signer un Juan Soto, la question qu'on doit se poser, c'est ça veut dire quoi pour Guerrero Jr., ça veut dire quoi pour Bichette? Les deux sont à 1 an de l'autonomie. Bichette, on s'attend à ce qu'il parte, peu importe si Soto soit là ou non. De ce qu'on comprend, encore là, un Américain qui ne veut pas nécessairement s'engager à long terme là, dans la ville de Toronto. David, ici à ce sujet-là, qui nous mentionne si Soto signe avec les Blue Jays, ça va signifier le départ de Bo Bichette. Comme je te dis, moi, j'ai l'impression que de toute façon, que Soto signe ou pas, Bo Bichette, il va commencer l'année à Toronto. Si ça va bien, il va rester jusqu'à la fin de l'année puis il va partir comme joueur autonome. Si ça va mal, il va être échangé comme joueur de location. Oui, ça se peut très bien. Puis c'est une autre chose à considérer dans l'équation aussi. Quand Juan Soto regarde l'alignement des Blue Jays avec des joueurs qui ne sont pas signés à long terme, dont probablement les deux visages de la franchise, il peut se poser des questions sur le désir des Jays de gagner à long terme. Si on regarde les Yankees, on a beaucoup de joueurs qui sont signés sur le long terme. Tu vas me dire qu'il y en a qui sont signés pour trop longtemps, ça c'est un autre dossier, mais au moins tu sais, Juan Soto sait que les joueurs qui sont en place dès maintenant vont l'être dans les prochaines années, qu'on va avoir le même noyau, qu'on va pouvoir construire autour de ce noyau-là pour retourner en série mondiale. Du côté des Jays, on n'en a aucune idée. On ne sait pas ce qui se passe. On n'a pas de stabilité. Donc, c'est quelque chose à considérer. Puis là, de savoir qu'est-ce qui va se passer. Moi aussi, je pense que Bichette va quitter. Je ne crois pas que ça va se faire cet hiver. Peut-être que ça va se faire à la date limite des transactions l'an prochain. Mais ça va être sa dernière saison à Toronto. Dans le cas de Vladimir, on n'a pas le choix. On doit le ramener. À moins qu'on décide de faire table rase et de reconstruire. Mais là, on va détruire complètement cette formation-là. Oui, on pourrait avoir beaucoup en retour, mais là, c'est le visage de la franchise qui quitterait. Là, ça, c'est une autre chose. Max, à ce niveau-là, il y a Patrick qui nous dit justement Soto ne devrait pas être la priorité pour les Blue Jays. Guerrero Jr. doit être la priorité pour un contrat à long terme. Est-ce que tu as la même lecture de la situation? Ben vraiment, vraiment. Vladimir Guerrero Jr. est la pierre angulaire de cette équipe-là. Là. Au début, on pensait que ça aurait été Bichette. Finalement, non. L'équipe, là, il se tourne vers Vlad Junior. On sent que c'est lui, c'est son équipe. Il est capable de la traîner sur ses épaules. Quand Bichette n'était pas là, la saison dernière, qui a charré le club? Ben, c'était Vlad Junior, tu sais. Puis on le sent que ses coéquipiers, là, ils l'aiment, Vlad Junior, puis ils veulent suivre son leadership. Donc, je ne peux pas être plus d'accord que ce que Patrick dit. Puis tantôt, là, je notais quand Sébastien il parlait, là, il a dit un mot-clé que j'ai noté, parce que moi, dans la vie, je suis enseignant dans la vie, je prends souvent des notes. Il a dit le mot... nous corriger, Max? Non, je ne serai pas... pas ce soir, la prochaine fois peut-être. Mais il a dit le mot stabilité. Puis c'est justement, si tu veux de la stabilité dans ton club, là, qu'est-ce que tu attends pour signer Vlad Junior? C'est le fan favorite, tout le monde l'aime, il semble aimer être à Toronto. Mais vas-y, signe-le, puis ouvre le portefeuille, là, sors le chéquier, puis vas-y, là, all-in avec Vlad. Là. Est-ce que Vlad veut rester? Moi, c'est la question. Est-ce que les Jays ont tout fait en leur pouvoir de façon raisonnable pour le garder à Toronto? Puis Vladimir veut vraiment tester son autonomie, se rendre jusqu'au bout, voir les offres qu'il va avoir. Je ne sais pas. Ce qui se passe à l'interne, on ne le saura jamais. Mais est-ce que les Blue Jays devraient peut-être surpayer pour pouvoir le garder à Toronto? Parce que souvent,
quand on signe des contrats à long terme, ça va être avec des jeunes joueurs. Là, il est à 1 an de son autonomie. Je serais très, très surpris qu'il décide de signer un contrat à long terme si près de pouvoir avoir des offres de partout dans le baseball majeur. C'est un bon point, Sébastien, sincèrement. Puis pour vrai, là, quand on discute de tout ça, ça me fait cogiter à savoir c'est quoi la direction des Jays. Tu l'as nommé, mais c'est quoi la direction des Jays? Moi, en tant que partisan, je ne sais même pas. Ils veulent-tu y aller à long terme? Ils veulent des victoires à court terme, à long terme? Je ne le sais pas. Peut-être que Charles-Alexis, tu le sais plus que moi, là, mais moi, je ne le sais pas. Ben, leur objectif, c'est de gagner en 2025. Ça, c'est ce qu'on sait parce que ça a été dit. Mais après, tu sais, avec tous les joueurs qui peuvent devenir joueurs agents libres dans les 2 dernières années. Puis moi, surtout, Max, la question que je me demande, c'est toi, mettons que tu es un agent libre, là, autant que, tu sais, Toronto peut être une ville attirante, tu en as parlé tantôt là, pour d'être au Canada, l'aspect multiculturel, etc. Mais si tu regardes l'équipe en tant que telle, tu deviens agent libre, tu peux parler aux 30 formations du baseball majeur. Il y a des équipes qui ont plus de stabilité pour le long terme. Là, si ton objectif est de gagner, Toronto n'est pas forcément au haut de ta liste. Puis déjà qu'il n'est pas au haut de la liste de bien des gens, ça va être dur de signer des agents libres pour les Blue Jays. Je suis totalement d'accord avec toi. Là. Puis c'est justement que dans cette optique-là, que les joueurs que tu as déjà dans ton alignement, sous ta main, essaie de les signer à long terme, justement, pour créer de la stabilité, hein, le fameux mot-clé que Sébastien a dit. Pour après ça, les agents libres vont dire, OK, ben Vlad est signé à long terme, moi aussi, je peux signer à long terme. Puis si moi, je signe là, ça va attirer d'autres agents libres après. Ça va créer un effet domino, tu sais. Si c'est pas nécessairement Juan Soto, Sébastien, il y a d'autres options qui sont sur la table. David nous mentionne ici, allons-y pour un Willy Adames, qui est un joueur d'arrêt-court, mais qui a dit qu'il accepterait au bon prix là, de se déplacer, donc d'aller jouer au 2e ou au 3e but, peut-être plus au 3e. Si tu n'arrives pas à signer Juan Soto, mais que tu arrives à signer Willy Adames, en plus, Sébastien, dans 1 an, si Bo Bichette part, qu'est-ce que tu fais en 2026? Tu ramènes Willy Adames à sa position naturelle. Ça pourrait être une solution si jamais les Blue Jays ont les moyens de leurs ambitions, puis si jamais Adames, qui n'est pas un Américain d'ailleurs, décidait de débarquer à Toronto, ben peut-être que ça pourrait être une option aussi. Oui, puis j'irai encore plus loin que ça. Moi, ce serait Bo Bichette que je placerais au 2e but. Je sais que ça n'arrivera pas, que c'est notre joueur d'arrêt-court. Évidemment. Mais... Depuis que Marcus Semien est arrivé à Toronto, il aurait dû se déplacer au 2e but. Exactement. Ça n'arrivera pas, mais moi, ce serait ma stratégie. Je garderais Adames à l'arrêt-court et Bichette au 2. Mais j'ai pas de doute que Willy Adames peut jouer au 2e coussin, peut jouer au 3e but. Donc oui, ça serait un ajout important dans l'optique qu'on s'attend à ce que à ce que Bichette quitte Toronto, soit l'an prochain ou au terme de la prochaine campagne. Au moins, on s'assurerait d'avoir un bon joueur d'arrêt-court à long terme qui est un leader, qui n'est pas si vieux. Donc, on sait qu'on va pouvoir compter sur ses services plus longtemps que peut-être si on allait chercher un Alex Bregman pour mettre au 3e but, qu'on sait que dans les prochaines années, il va être sur la pente descendante. Donc, ça serait une très bonne acquisition pour les Jays. Mais il va falloir, ça ne peut pas être juste Willy Adames. Il va falloir aller chercher d'autres pièces pour combler les lacunes. Puis justement, Benoît qui nous dit qu'Adames est beaucoup plus solide que Bichette défensivement aussi, là, ce qui est pas dur à battre. Là. Bichette qui est pas imparfait défensivement. Il n'y a pas de difficulté à se rendre à la balle, mais disons que du moment où il la prend dans ses mains et qu'elle lance au premier, il est là le problème. Ce qui n'est pas idéal quand tu es un joueur d'arrêt-court, mais en tout cas, ça, c'est un autre débat. Max, on a question de quelqu'un que tu connais ici. Alexandra Philibert, qui nous écoute, qu'on salue, qu'on dit un beau bonjour, évidemment. Dans un autre commentaire, elle nous dit qu'elle ne croit pas à Soto à Toronto. Et dans celui-là, elle persiste à croire qu'on devrait changer l'administration en partant par le directeur général. Elle a aussi peur que Vlad veuille partir parce que les Jays ne veulent pas lui donner ce qu'il veut. Est-ce que tu es d'accord avec elle? Tu sais, tantôt, on parlait de John Schneider, qui n'est pas nécessairement l'homme de la situation. Est-ce que le duo Atkins-Chaparro, est-ce que ça t'inspire confiance, toi? Au début, oui, j'y croyais. Mais qu'est-ce qu'ils ont prouvé à date? Qu'est-ce qu'ils ont prouvé? Qu'est-ce que moi, en tant que partisan là, qui part de Montréal pour aller voir les Jays 3-4 fois par année à Toronto, qu'est-ce qu'ils m'ont prouvé? OK, oui, fine, je suis allé les voir en série une fois, mais est-ce qu'ils gagnent en série? Est-ce que c'est convaincant? Non. Pas tant. Puis à un moment donné, là, ça fait une couple d'années qu'ils sont là. Je pense qu'on leur a laissé leur chance. Je suis d'accord avec Alexandra, là, on a laissé leur chance. Puis ça serait peut-être le temps là, de réfléchir à c'est quoi nos autres options. T'sais. Puis ce qui se jase dans le milieu, c'est qu'il y a
aucune administration qui a autant de pression en ce moment que les Blue Jays. Puis j'ai pas de misère à le croire parce qu'on a mis beaucoup d'argent dans les dernières années pour aller chercher 0 victoire en série. Tu sais, Ross Atkins puis Mark Shapiro, ils ont obtenu des victoires en série en 2016, mais si on va se le dire, c'était encore l'équipe d'Alexandropoulos. Depuis que c'est leur noyau qui est là, balayé en 2020, 2022, 2023. On manque les séries de peu en 2021. On se fait éclater en 2024. Donc, non, c'est pas exactement une réussite, là, ce noyau-là. Puis moi, c'est un peu pour ça que je me dis, pourquoi on pousse pour essayer de, au lieu de liquider certains joueurs puis de construire alentour de d'autres, pourquoi on pousse autour d'un noyau qui n'a rien prouvé du tout? Tu sais, si c'est un noyau qui s'était déjà rendu en série mondiale, quoi que ce soit, tu te dis, ben écoute, ça peut gagner, mais là, dans les circonstances actuelles, c'est assez difficile à dire. Sébastien Patrick qui nous soumet un autre nom potentiellement pour les Blue Jays s'ils veulent une star. Roki Sasaki qui va débarquer en Amérique du Nord. Tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est que Sasaki ne va pas signer un contrat de 325 millions de dollars comme Yoshinobu Yamamoto, même si ultimement il risque d'être meilleur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore l'autonomie internationale. Donc, il va signer comme si c'était un espoir. Il va signer pour un bonus à la signature de maximum 7 millions de dollars s'il y a une équipe qui décide de mettre 100% de son budget international sur lui. Il va signer un contrat des mineurs, puis il va gagner à peu près 800 000 dollars cette année, puis il va être agent libre dans 7 ans. Donc, c'est le même parcours que Shohei Ohtani a fait avec les Angels. Ça ouvre la porte à plusieurs équipes. On parle beaucoup des Dodgers, mais je suis persuadé que les Blue Jays, comme les 29 autres équipes du baseball majeur, vont être sur le cas. Là. Il y a beaucoup, beaucoup d'équipes qui vont vouloir aller le chercher. Ah, c'est sûr et certain. On regarde ses statistiques au Japon. Ça se compare à Shohei Ohtani, puis c'est supérieur à Yoshinobu Yamamoto. Donc, vraiment, l'équipe qui va lui mettre la main au collet va avoir un as lanceur dans sa rotation. Puis là, je vais généraliser, mais on dit souvent qu'il y a deux sortes de joueurs japonais. Il y a les joueurs japonais qui veulent jouer avec d'autres joueurs japonais, puis il y a les joueurs japonais qui veulent avoir leur propre marché. Ouais. Donc, dans quelle classe de joueurs se situe Sasaki? On n'en a pas vraiment d'idée. Donc, dans cette optique-là, peut-être qu'il pourrait atterrir dans un marché comme Toronto. Par contre, souvent, bien, les Japonais vont aimer la côte ouest. Ça me fait penser aux Dodgers, bien sûr. On pense tous qui va terminer avec eux. On pense aussi aux Padres qui ne sont pas négligés dans ce dossier-là. Ouais. Donc, je serais vraiment surpris qu'ils atterrissent à Toronto. Par contre, ce n'est pas impossible. On a vu d'autres Japonais atterrir dans des équipes qu'on n'attendait pas nécessairement. Mais pour le moment, on s'attend à ce qu'ils atterrissent à Los Angeles. Messieurs, on a énormément de questions qui concernent les Blue Jays. Donc, merci à tout le monde, évidemment, là, qui nous écoute en live là, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, de commenter comme ça. Ça rend le podcast là, beaucoup plus agréable et le blog des Blue Jays qui continue de faire jaser. Max, je te soumets une autre question qu'on a reçue sur Vlad. Je veux savoir si tu es en accord ou pas. Vlad devrait être un frappeur désigné parce qu'il fait trop d'erreurs sur le terrain. Évidemment, il y a eu le débat dont on le ramène-tu au troisième but parce qu'il a un bon bras et il s'est amélioré. Il a déjà gagné un gant doré au premier coussin, mais depuis une couple d'années, c'était plus difficile. Où est-ce que tu te situes par rapport à la défensive de Vladimir Guerrero Jr.? Oui, tu as amené le point du troisième but. Là. Je sais qu'il a un bon bras et tout, mais on dirait que je le vois moins comme joueur de troisième but. Là. Vraiment un feeling, on dirait que je le vois pas là. Puis dans son langage non verbal, on dirait qu'il n'est pas confortable à cette position-là. Quand on l'a mis au premier but, il était surpris. Le gars, il a gagné un gant d'or, il ne faut pas oublier. Là, donc, c'est ça. Quant à la question plus précisément, là, si je le vois frappeur désigné, ben oui, évidemment, je peux le voir. Puis si jamais il y a un cas de blessure au premier but, ben, tu peux le mettre. Puis tu peux y mettre aussi là, une coupe de match là, en tant que joueur de premier but, de temps en temps, pour qu'il garde le rythme et tout. Ben oui, c'est sûr, un coup de bâton comme Vlad Junior, tu veux l'avoir dans ton alignement, là, position 4-5, là, évidemment. Là. Donc oui, DH, c'est toujours une bonne option. Là. Moi, j'ai l'impression que le format qu'il y a en ce moment fonctionne bien. Je ne donnerais pas nécessairement plus de troisième but, mais un petit peu au troisième but. Quand même beaucoup DH, beaucoup au premier coussin. Pour moi, je pense que c'est la formule idéale, mais en même temps, on verra au gré des saisons puis selon les besoins là, de l'équipe. Sébastien, question ici de David. Si Rogers autorise Atkins et Shapiro à liquider Vlad Guerrero Jr., ils ne méritent pas d'être les propriétaires du club. 70% des partisans à Toronto portent le chandail de Vlad au stade. Qu'est-ce que tu réponds à ça?
Ben, qui ne méritent pas d'être les propriétaires du club, je pense, j'irai pas jusque-là. On a une des plus grosses masses salariales du baseball majeur. Donc, tu sais, c'est pas des propriétaires qui mettent de l'argent dans leur poche nécessairement. Oui, oui, ils en mettent dans leur poche, mais ils en remettent. On a rénové le stade. On a une des plus grosses masses salariales dans la MLB. Donc, on redonne aux partisans. Si on en arrive à prendre cette décision-là où on se départit des services de Vladimir, je pense que ça va être une décision qui va avoir été mûrie. Puis il va s'être passé des choses au sein du club à l'interne qu'on ne sera pas au courant, puis on va en venir à cette décision-là. Au point de vue baseball, ça ne fait aucun sens d'échanger Vladimir. Tu as un joyau entre les mains, tu dois le garder. Mais il y a plein de choses qui gravitent autour de ce monde-là du baseball qu'on ne sait pas. Est-ce que le fait que Vladimir n'ait pas signé jusqu'à maintenant, ça en fait partie peut-être? Est-ce qu'il s'est passé du jeu de coulisses qu'on n'est pas au courant? On sait qu'il y a eu des négociations houleuses quand est venu le temps de l'arbitrage. Donc, si on en arrive à ce point-là, c'est qu'on va avoir des raisons de le faire. Mais comme je l'ai mentionné, de là à mentionner que les propriétaires ne méritent pas ce club-là, je n'irai pas jusque-là. Messieurs, ça fait le tour de ce qu'on avait sur les questions des Blue Jays de Toronto. Donc, Sébastien, allons-y ailleurs dans le baseball majeur. Max, on l'a dit au début, tu aimes bien suivre les activités des Royals de Kansas City. Tu as dû être content cette année là, de voir ce qui s'est passé avec les Royals qui sont de retour en série avec Bobby Witt Jr. qui s'est levé. Toute cette belle saison-là, cette effervescence-là, qui, espérons-le, va se continuer durant les prochaines saisons. Tout ça, Max, c'est né parce que l'équipe a été agressive l'an passé sur le marché de l'autonomie. On s'est construit une rotation. On a entouré les jeunes qui étaient là. On a décidé de mettre de l'argent dans le club. On s'est arrangé pour garder les services de Bobby Witt Jr. à long terme. Puis ça a donné, ultimement, cette belle saison-là qu'on a connue. Là, exact. Charles-Alexis, je jubilais. Vous auriez dû me voir, messieurs, dans mon salon quand on a battu les Orioles. Après des années de souffrance, là, des années de souffrance. Non seulement on fait les séries, on bat les Orioles, puis on a même gagné un match contre les Yankees. Je jubilais. Mais oui. Donc, il était temps là, que l'équipe investisse. Là, oui, là, pour gagner des matchs de baseball, il faut dépenser un peu d'argent là, dans la vie, évidemment. Là. Donc, on avait déjà Corragans. On est allé chercher 7 logos. 7 logos qui finalisent pour le trophée Cy Young. Mais quelle révélation cette année. Là. Je n'ai pas vu venir. Personne n'a vu venir. Là. Même 7 logos lui-même n'a pas vu venir. On s'entend. Là. Okay? Puis là, après ça, Michael Wacha qui était comme super efficace. Mais vraiment, tant mieux. Tout ça cimenté par Bobby Witt Jr., le stud, Witt MVP. Je le souhaite, Patrick, je le souhaite, mais je pense pas. Je pense que ça va quand même être Judge, là, même si mon cœur est bleu Royals. Là. Mais non, cimenté par Bobby Witt, pardon. Et c'est ça, là. Parlant des lanceurs, Charles-Alexis, là, je lis beaucoup là, de forums concernant les Royals et tout. Puis dernièrement, là, il y a une rumeur, qui n'est pas une rumeur, mais on soulevait le point, est-ce que l'équipe devrait échanger Brady Singer? Non. Donc là, c'est non. Clair. Mais pourquoi, mettons, non? Parce que les équipes qui veulent aspirer à aller loin en séries éliminatoires, ça leur prend de la profondeur sur le monticule, ça prend de la profondeur dans la rotation. Regarde les Dodgers, il y avait 8 lanceurs partants, ils ont fini avec 3. S'ils n'avaient pas tant que ça, si c'était dire, écoute, on n'a pas besoin de Yamamoto parce que de toute façon, on a déjà, nomme-moi tous les gars que tu voudras, puis qu'il n'y avait pas eu Yamamoto, ça n'aurait pas fonctionné. S'il avait dit, pas besoin d'aller chercher Jack Flaherty à date limite, on a déjà plein de gars, ça n'aurait pas fonctionné. Fait une équipe a besoin de toujours plus de lanceurs. Marc Bergevin disait qu'il n'y avait jamais assez de défenseurs. Ben moi, je vais dire qu'il n'y a jamais assez de lanceurs. Donc, si tu en échanges un qui est dans sa chaise, comme ça, de numéro 4, que ça fonctionne super bien, qui peut dépanner le numéro 3 si jamais il y a une blessure, qui est un lanceur qui a fait ses preuves sans être un Cy Young, mais qui a fait ses preuves et qui est capable d'être efficace, pourquoi tu touches à ça pour aller changer, pour aller, mettons, améliorer ton attaque? Là, pour moi, ce serait de déshabiller Pierre pour aller habiller Paul. Là. Oui, tu aurais une meilleure attaque, mais tu te contredis sur le monticule. Pour moi, c'est une mauvaise. Enfin, Singer, là, ça fait des années que nous, les partisans des Royals, on l'attend. On se dit, il va devenir notre numéro 1. Puis finalement,
cette année, là, il a trouvé sa chaise. Il est bien, lanceur numéro 4. Tu le sais qu'au 5 jours, il va t'offrir une bonne performance. Puis, je suis d'accord avec toi. Moi, je le garderais. Le seul point que les gens y ont soulevé, là, c'est que Piccolo, le DG, dans l'entre-saison, il a dit que sa priorité, ça allait être l'attaque. Il veut amener de l'attaque. Puis, les Royals, on a une grande... Je dis « on ». Les Royals ont Vas-y. une... À mon sens, les Royals ont une grande carence, c'est au niveau du troisième but. OK? Garcia, l'année passée, c'était une saison en dents de scie. J'y crois pas. Donc, si on pouvait aller chercher... Là, j'ai vu, là, on a fait une couple d'articles là-dessus. Là, un gars comme Alec Baum qui serait sur le marché. Là, c'est là que tu te dis, pour recevoir, il faut que tu donnes. Si tu vas aller chercher un gars de la trempe d'Alec Baum, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Là? Parce que c'est pas vrai que les Phillies vont nous le donner, là, on s'entend. Là, donc, c'est ça que Brady Singer a une certaine valeur. Puis je sais qu'il y a d'autres lanceurs derrière lui dans l'organisation, là, Alec March, Dubich, etc., puis qui ont bien fait. Là. Alec March, c'était le 5e partant là, en début d'année quand la saison a commencé. T'sais. Mais il reste que celui qui a le plus de valeur puis que tu peux aller chercher un bon joueur pour, c'est Brady Singer. Donc, je suis un peu déchiré par rapport à tout ça. Là. Si vous me demandez qu'est-ce que je fais, j'aimerais ça le garder, mais en même temps, ça prend de l'attaque. Là. Puis j'aimerais vraiment ça avoir un troisième but là, pour les Royals. Donc, je serais peut-être ouvert à l'idée de sacrifier un Brady Singer. Là. Mais bon, je ne le sais pas encore. Il faudrait vraiment que ce soit un bon joueur en retour. Ton point est bon, par exemple, d'aller chercher pour un gars comme, mettons, bon, tu sais, je réitère mon nom, mais tu me fais réfléchir quand même avec une proposition comme celle de Philadelphie. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que Sébastien en pense, là, en haut à droite, là, dans son écran, là, qui nous regarde comme ça, comme des bons, là. Ben c'est ça, j'allais dire, le problème avec ça, c'est qui nous a amenés en séries éliminatoires. Oui, on a Bobby Witt Jr., oui, on a Salvador Perez, mais c'est cette rotation avec ces 4 studs-là qui a amené les Royals en séries éliminatoires. Puis, malgré l'émergence de cette logo cette année, je serais très surpris qu'il répète l'an prochain ses exploits. Je pense qu'il va être encore solide, mais pas à ce point-là. Michael Wacha, même scénario. Donc, est-ce qu'on veut se départir de Seigneur puis mettre toute la pression sur ce trio de tête-là, qui va faire le travail, mais peut-être pas au point de l'an dernier. Puis là, amener 2 bras dans cette rotation dont on n'est pas sûr. Je pense que cette stabilité-là, je pense que c'est le mot du podcast aujourd'hui, la stabilité de cette rotation partante-là a fait que les Royals pouvaient compter sur ces 4 partants. On savait qu'on avait une chance de gagner à chaque soir où un de ces 4-là était sur la butte. Si on en enlève un, ben, ça devient un petit peu plus compliqué. Même si on ajoute un peu d'attaque, je pense que ça passe par le monticule si on veut continuer de progresser. Puis ça n'empêche pas d'ajouter des pièces à l'attaque, mais pas en touchant à un de ces 4 bras-là, selon moi. Max, on a Olivier ici qui nous pose la question, est-ce qu'un Nolan Arenado, dont les jours à Saint-Louis semblent compter, pourrait être la solution avec les Royals? C'est sûr qu'il y aurait une retenue salariale quelconque là-dedans, mais on sait qu'il est à échanger. De passer du Missouri au Missouri, ça te dit quoi ça pour Arenado? En tout cas, déménager, ça ne serait pas très long. Là. Mais non, moi, je suis un grand fan de Nolan Arenado. Je l'adore, là, sincèrement. Son brio en défensif, c'est un joueur qui est beau à voir jouer. Ouais. Honnêtement, là, OK, oui, fine, il a ralenti un peu ces dernières années. Je vous le concède. Mais par contre, un petit changement d'air, je pense que ça pourrait y faire du bien. Un club là, avec moins de pression. Les Royals, là, ça n'a pas le lustre et le prestige des Cards de Saint-Louis. Un plus petit marché, moins de pression. Il jouerait à côté de Bobby Witt. Bobby Witt, c'est le stud de l'équipe, c'est le poster boy. De Salvador Perez pour le leadership. Non, vraiment, là, notre intervenant, même moi, je n'y aurais pas pensé à Arenado, mais pour vrai, ça me fait rêver. Là. Je vous le dis, les gars, là, c'est un maudit bon point. Là. La seule chose, c'est qu'il faut gagner dans les prochaines années si on fait ce mouvement de personnel-là. Donc, il va falloir, oui, si on va chercher Arenado, mais il va falloir ajouter d'autres pièces puis peut-être dépenser un petit peu plus d'argent qu'on l'a fait l'an dernier. Parce que, tu sais, on s'entend que les jours de Nolan Arenado dans le baseball majeur, il n'en reste pas tant que ça. À un bon niveau de compétition. Donc, il va falloir gagner dans les prochaines années. On est en train de construire un beau petit club présentement. Donc, il va falloir mettre un petit peu d'argent puis aller chercher ce qu'on a besoin si on fait ce genre de mouvement-là. Puis, évidemment, là, je suis d'accord, il a ralenti Arenado, mais quand même, là, c'est sûr que si tu vas le chercher,
tu améliores quand même ton club, que Arenado est ralenti ou pas. Là. Il ne peut pas faire pire là, que Garcia. Là, on s'entend. Non, ça, on s'entend là-dessus. Puis, tu sais, c'est vrai, comme Sébastien le dit, tu sais, si tu vas chercher un gars comme Arenado, tu veux gagner à court terme, tu penses à un gars comme Salvador Perez qui est là, tu veux t'assurer aussi que tu puisses gagner assez rapidement là, parce que lui aussi, là, ses jours commencent à être comptés, là, du moins comme joueur dominant dans le baseball majeur, même si on l'a vu en 2024, il y a encore toute son importance chez les Royals. Max, on enregistre jeudi soir. Au cours des dernières heures, on a vu que les Braves d'Atlanta ont consenti un contrat des Ligues mineures à Charles Leblanc, le fils de notre collègue Paul qu'on salue. Évidemment, un contrat des mineurs, c'était à prévoir pour un gars comme Charles Leblanc. Il arrive dans une organisation où, sur les 3 coussins, il y a beaucoup de circulation, mais il arrive dans une organisation qui est intéressante quand même, menée par un Québécois, Alex Antopoulos. Ben, c'est sûr. Ben, félicitations à Antopoulos d'aller chercher un gars comme Charles Leblanc. Là. C'est sûr que le fait que Leblanc soit québécois comme lui, ça a joué dans la balance. Là. Je suis sûr que quand Antopoulos il a approché Leblanc, là, il n'a pas dit tu vas être à l'avant-champ partant en 162 matchs. Là. Il a fait un contrat des Ligues mineures, puis il a dit si tu fais bien, ben, puis il y a une blessure en cours de saison, on peut te rappeler. Donc, une belle organisation comme les Braves qui va bien, efficace, il y a de la stabilité, pour reprendre le mot du jour. Bien, c'est sûr que tu veux aller là. Puis un coup de maître d'Antopoulos, puis tant mieux pour Charles Leblanc. Là. Nous, là, en tant que fans de baseball québécois ici, là, on peut juste se réjouir d'une nouvelle comme ça. Là. Absolument, absolument. C'est le fun de voir qu'un des nôtres est capable de rebondir comme ça. Puis il a eu sa chance à Anaheim dans la dernière année, il a joué quelques matchs et là, finalement, se retrouve du côté de la Géorgie. Sébastien, comme l'a dit Benoît, Alex Antopoulos, les Jays doivent le regretter en ce moment. Je pense que oui. Hein? Je pense qu'on voudrait avoir un Alex Antopoulos dans l'état-major des Blue Jays. La formation des Jays qui s'est rendue quand même très loin en série, c'est lui qui l'avait construite. Ouais. Donc, par la suite, on a vu, on en a parlé tantôt, les résultats n'ont pas été au rendez-vous. On a accusé peut-être Antopoulos d'avoir vidé les filiales, d'avoir un petit peu scrappé le club, mais il en était tout autrement. Là. C'est lui qui a monté cette formation-là. Puis je pense qu'il aurait réussi à refaire le cycle puis à avoir une formation compétitive en ce moment. Et malheureusement, ce n'est pas le cas, tandis que du côté des Braves, là aussi, on a des moyens, mais malgré des blessures, malgré des embûches, on réussit à être là année après année. Donc, c'est vraiment impressionnant le travail qu'il fait là-bas. Sébastien, dans les dernières heures, on a aussi appris que les Rays de Tampa Bay s'étaient finalement trouvé un domicile pour 2025. Ils n'auront pas déménagé très, très loin. En fait, ils vont pouvoir jouer dans le plus beau stade de baseball de la région de Tampa Bay, le stade de camp d'entraînement des Yankees de New York. Ils vont peut-être être capables de le remplir pour la première fois depuis très longtemps. Même pas sûr. Même pas sûr, parce que c'est quand même un stade de plus de 11 000 places. Puis, comme tu l'as dit, c'est un des plus beaux. On reste dans la région de Tampa, donc on va pouvoir garder une bonne partie de nos partisans qui vont pouvoir aller aux rencontres. Donc, ça, c'est une bonne chose. On voulait rester en Floride. On voulait avoir cet avantage-là. Je ne pense pas qu'il ait jamais été question de Montréal, même si le stade n'a pas plus de toit que le Trop, mais vraiment, on voulait rester dans cette région-là. Ça va coûter 15 millions, mais quand même, au moins, on va avoir les meilleures installations. Il va y avoir très peu d'ajustements à faire pour être aux normes du baseball majeur en saison régulière. Déjà, on a toutes les installations en place. Donc, je pense que c'est la meilleure des options pour les Rays. C'est ça sur quoi je voulais lancer Max, justement. Est-ce que tu as l'impression que si le stade olympique n'avait pas eu des rénovations qui étaient en cours de route, que Montréal aurait pu être une option ou tu penses que le baseball voulait peut-être vraiment les laisser dans la région de Tampa Bay pour l'année? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Mais j'aurais tellement aimé ça. J'aurais eu mon billet de saison, c'est évident, mais ouais. Pour répondre à la question plus précisément, je pense pas. Là. Je pense que sincèrement, il faut juste faire notre deuil. Puis, je pense pas que ça aurait été considéré, là, même si le stade avait été apte à accueillir une équipe de baseball. C'est triste, mais je pense que non, ça n'arrivera pas. Puis, si je peux me permettre une petite parenthèse, là, Charles-Alexis, moi, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, là, je suis enseignant dans la vie, mais dans une autre vie, je travaillais pour le personnel administratif d'une équipe sportive de Montréal. Et je travaillais justement à la billetterie et tout. Et j'ai pensé à mon ancienne vie quand j'ai su que les Rays allaient jouer dans un nouveau stade. Là.
Juste, j'ose même pas imaginer la pagaille des abonnés de saison qui vont dire, ben là, moi, quand j'étais au Tropicana Field, j'étais assis là, puis là, je suis assis plus Ah loin, je suis ouais. assis Ah derrière, ouais. puis là, moi, j'ai toujours eu un bord d'aller, puis là, j'ai plus un bord d'aller, puis là, moi, je suis Mmh. assis avec mes amis, puis ça, je vous le dis, là, juste changer ça, là, le personnel administratif, ils vont travailler nuit et jour, là, donc j'ai vraiment eu une petite pensée pour eux. Là. C'est plus compliqué qu'on pense. Là. Juste changer de stade comme ça, là, sincèrement, ça ne se fait pas en criant ciseaux, là, je vous le dis. Donc, c'est beaucoup de travail, une équipe sportive. Là. On pense tout le temps au DG, au président, au coach, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent derrière, dont les gens qui vendent les billets, les gens des réseaux sociaux, les gens du marketing et tout. Puis honnêtement, là, beaucoup de boulot les attendent. Là. Je le sais, je l'ai vécu pendant 2 ans. Donc, je leur lève mon chapeau. Mais je pense qu'il y avait plus de billets de saison dans l'équipe sportive montréalaise dans laquelle tu travaillais qu'il y en avait chez les Rays. Fait que ça va peut-être être un petit peu moins compliqué. Ah, j'en doute pas exactement. Là. Donc, au moins, le stade est juste de 11 000 places, là, donc ça va les aider, mais oui, tout à fait. Là, sincèrement, en espérant que ça aille bien pour les Rays cette année, là, qui ne jouent pas à leur domicile. Là, donc, c'est juste tant mieux pour eux là, que ce soit trouvé un stade. Puis ça va être compliqué aussi en termes de température parce que, tu sais, on rit beaucoup du fameux toit là, qu'il y a au Tropicana Field. Tu sais, évidemment, dans un monde idéal, il serait rétractable. Sauf que ça t'en prend un quand même parce qu'il pleut l'été là-bas. Là. Tu sais, d'après moi, il va y avoir beaucoup de délais de pluie. Puis ça se peut qu'à un certain point, on soit pogné avec des situations où les Rays ne peuvent pas jouer pendant une couple de jours, qu'ils doivent avoir un spécial programme double pendant une semaine de temps ou à peu près. Tu sais. Si c'est des équipes de la division qui viennent faire leur tour, c'est une chose. Mais si tu as une équipe qui part de l'ouest de la nationale, tu as les Padres de San Diego qui viennent faire leur tour à Tampa, là, ils ne passent pas là toutes les semaines. Ça se peut que ça finisse par devenir compliqué, cette situation-là. Donc, on va suivre ça avec grand plaisir. Jean-Michel ici qui nous mentionne, Sébastien, le 15 millions de dollars peut-il être utilisé par les Yankees pour faciliter l'atteinte des 300 millions que Steinbrenner disait qu'il était intenable? Pour mettre en contexte, le 15 millions de dollars, c'est qu'on s'attend à ce que pour l'utilisation du George Steinbrenner Field, que les Yankees reçoivent 15 millions de dollars en revenus. Ça ne viendra pas forcément 100% de la poche des Rays. Peut-être qu'il va y avoir des questions d'assurance là-dedans et tout. Mais les Yankees, ce n'est pas juste par charité chrétienne qu'ils ont décidé d'accueillir leurs voisins. Il y a aussi un gain monétaire à avoir dans tout ça. Moi, Sébastien, l'impression que j'ai, c'est que ultimement, c'est pas exactement le même argent, mais une fois que ça se retrouve dans la poche du propriétaire, ben, c'est un 15 millions qui peut t'aider à dépenser, que ce soit sur le terrain, que ce soit dans tous les autres aspects, comme Max le disait, qui permettent de faire runner une équipe de baseball. Donc, ça ne peut pas nuire. S'il décide de s'établir un budget, je ne sais pas à quel point il veut en déroger, mais un 15 millions de dollars dans les poches, ça ne peut pas nuire. Non, c'est sûr et certain. C'est de l'argent qui n'était pas prévu à la base, donc on va le prendre du côté des Yankees. Par contre, je ne pense pas qu'on soit à 15 millions près du côté de New York, du côté de la famille Steinbrenner, même si on a un CA à satisfaire. Oui, on veut engranger des revenus, on veut faire du profit, mais je ne pense pas que ce soit ce 15 millions-là qui va faire qu'on va mettre une offre compétitive pour Juan Soto. C'est vraiment des décisions à l'interne sur qu'est-ce que ça va nous rapporter, cette signature-là. Si on le savait dans le cas de chez Ohtani, ça allait rapporter de façon incommensurable. Dans le cas de Juan Soto, c'est un petit peu moins grand, mais on le sait que ça va nous rapporter à long terme. Donc, c'est toutes ces évaluations-là qui vont faire partie de la décision. Puis, on va arriver avec une offre qui, comme je l'ai dit tantôt, va être inférieure à celle des Mets. On le sait, on s'en attend. Mais là, la décision va être dans les mains de Juan Soto. Il y a Patrick qui a un point de vue intéressant. Lui, il aurait suggéré le Stade Canac à Québec pour les Rays de Tampa Bay. À défaut du retour des Nordiques, les Rays à Québec. C'est excellent. Bravo, Patrick. J'aime ça, j'aime ça. Max, je t'amène sur un sujet qu'on n'avait pas prévu, mais j'ai décidé de te lancer quand même parce que ça me tentait de t'entendre. Un peu plus tôt cette semaine, sur le passionmlb.com, tu as écrit un papier sur ton préféré, le beau Anthony. Je savais que j'avais visé dans le mille. J'ai même pas de questions. J'ai même pas de questions. Juste vas-y, parle-moi d'Anthony Rendon. J'ai pas de questions, Max. Mais je l'haïs tellement. Je l'haïs. Je me réveille la nuit pour l'haïr. Mais un être humain exécrable. Mais j'étais tellement content d'entendre le DG des Angels dire qu'il va falloir qu'il mérite son temps de jeu. Mais ça n'a aucun sens. Puis, je suis arrivé avec une théorie, là, les gars.
Vous le savez, récemment, là, il a dit que la saison, c'était trop long, là, une saison de baseball. Mais moi, je pense que, tu sais, avec la saison écourtée là, de 2020, il a pris goût à ça, là, un 60 matchs à peu près. Là. Il s'est dit, moi, je trouve que ça a de l'allure, 60 matchs. Puis vous remarquez, hein, depuis 2021, 2022, 2023, 2024, c'est à peu près le nombre de matchs qu'il joue. Oui. Donc, je me dis, là, lui, il n'a pas décroché de ça, là, sa saison de 60 matchs. Il voudrait que ce soit ça. Puis moi, j'en joue pas plus. Puis tant pis pour le reste. Je me fais payer à être chez nous. Puis je me demande vraiment s'il amplifie ses blessures. Sincèrement, là. Je me demande vraiment s'il est tant blessé que ça, là. Ça serait même pas surprenant. Non, c'est ça. C'est ça. Ah oui, C'est parce que dégueulasse. si un gars dit je me sens pas assez bien pour jouer, l'équipe peut pas être non, tu joues pareil. Là. Tu sais, d'habitude, les joueurs font l'inverse parce qu'ils veulent jouer, mais si le gars veut vraiment pas jouer et qu'il dit j'ai des gros bobos, ça fait mal, qu'est-ce que tu veux qu'un DG fasse, Max? Non, mais je le sais bien, là, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Red Dot, je trouve tellement que c'est un être humain. C'est un mauvais être humain. Puis, tu sais, quand tu es un joueur de baseball, là, tu as une responsabilité. Là. Il y a des kids là, de 7-8 ans là, qui t'aiment, qui achètent ton chandail, qui veulent te voir jouer, qui veulent ton autographe, puis qui veulent prendre exemple sur toi dans la vie, puis qui veulent être comme toi plus tard. Là. Vraiment, là. Puis, tu sais, à l'Halloween, là, moi, quand j'étais jeune, là, je me suis déjà déguisé en Patrick Roy, là, sincèrement, là, avec mon chandail de l'Avalanche et tout. Là. Puis, je n'ai vu des kids là, se déguiser là, en joueurs de baseball et tout. Là. Puis, ben non, il y a Randon qui s'en contrefou. Il n'y en a rien à battre. Puis lui, le baseball, c'est juste un job comme un autre. Puis, c'est pas une passion. Hey, franchement, tu es payé des dizaines de millions de dollars. Là. Prends ton job à cœur. Moi, là, je suis enseignant dans la vie. Là. Si je ne prends pas mon job à cœur, ben, c'est mes élèves là, qui vont en payer le prix. Là. J'ai une responsabilité. Puis lui aussi, il en a une. Là, puis il est payé les gros dollars. Là. Donc, step up ta game, là, Randon, sincèrement. Là. Je m'excuse, Charles-Alexis. Tu m'as craqué. Là, je pourrais en parler encore pendant une demi-heure, je vous le dis. Là, je l'aime pas, je l'aime pas. C'est bon. Je vais prendre une gorgée d'eau. Ben, vas-y, pendant ce temps-là, je vais lancer Sébastien sur une question parce que j'aimais ça, Max, justement, que tu dis, tu as une responsabilité envers les fans et tout. Puis, Sébastien, moi, je pense qu'il y a aussi une responsabilité envers ses coéquipiers. Penses-tu que ça arrive que Mike Trout se dise, hey, ce 2,45 là, si on l'avait mis sur 3 joueurs à 80 que ça leur tentait de jouer, là, on serait-tu meilleur aujourd'hui? J'aurais-tu fait les séries pour une première fois depuis 2014? C'est sûr qu'il se le demande. Parce que Trout, là, lui, c'est le contraire. Il se défonce puis il ne veut pas sortir du champ-centre parce qu'il veut aider son équipe le mieux possible. Puis oui, il est tout le temps blessé, mais il travaille fort pour revenir. Puis c'est un modèle dans le baseball. C'est l'inverse d'Anthony Randon. Là. Ça doit le choquer de voir qu'il est assis à sa gauche ou à sa droite. Je ne sais pas comment le vestiaire est configuré, là, mais de voir qu'il est assis proche de lui puis qu'il ne se force pas comme ça puis qu'il collecte son chèque de paye. Là. Puis c'est pas juste Mike Trout qui se pose cette question-là, c'est probablement l'entièreté de l'équipe. Des joueurs qui ont moins de talent. Il y en a qui tueraient pour avoir ce talent-là. Je dis tueraient entre guillemets, là, mais ce gars-là est rempli de talent et il s'en fout complètement. Est-ce qu'on a vu avec Freddie Freeman qui jouait en série sur une jambe, avec Shohei Ohtani qui jouait avec une épaule? Jamais, jamais, jamais on va voir ça avec Anthony Randon. D'après moi, Anthony Randon, si il digère mal, il ne jouera pas le soir. C'est ridicule d'avoir ce talent-là et se foutre complètement de ses coéquipiers, de la poche qu'il paye, des partisans qui payent son salaire aussi. Il se fout de tout le monde. Absolument, absolument. Olivier, à ce niveau-là, qui mentionne soit Randon est en burn-out depuis plusieurs années, soit les nombreuses blessures l'ont rendu aigri. Et Jean-Michel qui nous dit, même si Randon est insupportable, les Angels n'ont toujours pas de troisième but prêt à prendre la relève et en laissant Leblanc aller, le message est qu'il est la solution. C'est vrai que c'est assez ironique de dire, tu as un Charles Leblanc qui t'aurait coûté des peanuts, puis tu le laisses aller justement. Je comprends qu'ils ont probablement d'autres options à l'interne, évidemment, là, mais Anthony Randon règne en roi et maître et pas de la bonne façon au troisième. Puis tu peux pas t'en débarrasser. Tu peux pas t'en débarrasser, pas tout de suite. Tu mangerais trop d'argent. Il reste quoi, là? Dans le fond, sa première année, c'était 2020, ça fait donc 5 ans. Il reste 2 ans encore à son contrat. Tu peux pas le couper tout de suite. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Dernier petit sujet, Sébastien, avant de passer à la période de questions. Buster Olney de ESPN était de passage à TSN à Toronto pour faire une chronique radio et il a soulevé le point que Alex Bregman demanderait 300 millions de dollars. Ma question, je veux pas citer Tony Marinaro, mais je vais le faire pareil. Is this a joke or what?
Ton imitation est bonne. Quand même, Mais oui, il est c'est le fun une à joke. imiter, Tony. On dit Oui, bonjour oui, à oui. tous. Un personnage. Mais Oui. oui, c'est une joke. Ça fait aucun sens. Alex Bregman a 30 ans présentement. Donc, admettons qu'on lui donne un contrat de 10 ans sur une valeur de 30 millions de dollars annuellement, va être quand même payé à 40 ans à 30 millions. Ça fait aucun sens. On s'en parlait, même 200 millions, là, je ne sais pas comment une équipe pourrait lui donner 200 millions pour Non. un 8 ans peut-être, parce que moi, je pense qu'il va signer pour 8 ans. C'est ce qu'il doit au moins vouloir se rendre à 38 ans. Mais 300 millions, c'est impossible. Impossible. Mais Si, non. si Alex Bregman signe pour 300 millions, Juan Soto signe pour 900. C'est aussi simple que ça. Moi, Max, j'avais déjà la théorie là, dans les derniers jours d'avoir la prétention de dire que Alex Bregman, parmi tous les agents libres en ce moment, de la QV 24-25, c'est probablement celui dont le contrat va le moins bien vieillir. Il n'a rien fait pour me faire changer d'idée. Non, tellement, là. C'est un maudit bon point que tu apportes, Charles-Alexis, là. Et je vous disais là, antérieurement là, que je me cherche un troisième but assidûment là, pour mes Royals. J'ai oublié ça. Là. Je ne prends pas Alex Bregman, là, surtout pas à ce prix-là. Là, mais oubliez ça. C'est sûr que c'est écrit dans le ciel là, que c'est un contrat qui va mal vieillir. Là. Moi, j'y crois pas à Alex Bregman. Puis, pour vrai, là, l'équipe qui va arriver et qui va le signer, puis en espérant que ce soit au juste prix, là, ben, c'est un pari qu'elle va prendre, là, sincèrement. Là. Donc, voilà, moi, je n'y toucherai pas là, avec les Royals, je vous le dis. Là. De toute façon, il n'ira pas long, on s'entend, là, mais quand même. Ça va être un gros marché. Ça va être un gros marché qui va manger de l'argent dans les dernières années du contrat parce que les Royals ne peuvent pas se permettre ce genre de contrat-là. Ça va être un gros marché qui a de l'argent, qui signe la plupart du temps des contrats à long terme, puis qu'on sait que les dernières années, on va manger de l'argent, mais les petits marchés ne peuvent pas se permettre ce genre de pack-là. Moi, ma prédiction, c'est que ça va devenir un 175 sur 7 ou sur 8, là, un 25 millions de dollars par année. Évidemment, on sait que Scott Boras va demander plus. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il signe pour 300, mais de penser à demander pour 300, ça n'a comme aucun bon sens. Là. C'est une bonne drop de 300 à 175. Hein? Oui, mais il n'y aura même pas proche de ça. Il n'y aura pas de surenchère. Qui va faire une surenchère pour Alex Bregman? Il n'y aura pas de surenchère pour Alex Bregman. Là. Mais en tout cas, bref. On verra bien, mais j'ai l'impression que ça peut mal vieillir, ce contrat. Sébastien, on a quelques petites questions en attente, donc allons-y avec la période de questions. Question que je te soumets, Max, de la part d'Olivier. C'est une question qu'il nous avait envoyée avant de parler précisément des Royals et d'Arenado, mais ça concerne quand même Nolan Arenado. Avec le départ annoncé de Paul Goldschmidt et éventuellement de Nolan Arenado, pensez-vous que les Cardinals de Saint-Louis pourraient se diriger vers une reconstruction, considérant qu'il s'agit d'une équipe vieillissante et sur le déclin? Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment vers là qu'on s'en va de toute façon. Là. Ça a été quasiment annoncé mot pour mot qu'on voulait se rajeunir. Exact. Là. À un moment donné, c'est ça, c'est que tu n'as pas le choix. Les performances ne sont pas là depuis 2-3 ans à peu près. Puis c'est ça, les joueurs sont vieillissants, des gros contrats. À un moment donné, c'est parce que même si tu ne veux pas, tu repousses, un peu à l'image des Penguins de Pittsburgh dans la Ligue nationale. À un moment donné, c'est que tu pognes ton mur puis tu n'as plus le choix. Donc, je pense que ça serait une décision judicieuse de la part des dirigeants des Cardinals de Saint-Louis d'arriver et de dire, ben, on liquide, puis on reconstruit, laissez-nous, on va faire un plan quinquennal. Puis après ça, ben, laissez-nous le temps, les partisans, soyez patients. Là, on connaît ça, nous, la patience à Montréal. Là. Donc, laissez-nous, puis on va être compétitif dans une couple d'années. Là. Un club avec le prestige des Cards, là, ils ne peuvent pas se permettre là, des performances de la sorte là, depuis 2-3 ans. Puis s'ils ne font rien, ça va continuer encore. Donc, il faut que tu fasses quelque chose. Puis je pense que la reconstruction, c'est la seule avenue possible, là, honnêtement. Puis tu regardes la division aussi, Max, dans laquelle il évolue. Tu sais, tu as les Pirates de Pittsburgh qui sont sur la hausse. Tu as les Reds de Cincinnati aussi qui sont en train de monter. Tu as les Brewers qui refusent de mourir. Tu as les Cubs de Chicago qui ont peut-être un peu stallé cette année, mais qui sont quand même dans une direction où on se ressort de cette reconstruction-là. Tu ne peux pas essayer de juste survivre dans cette division-là parce que sinon, tu vas passer une décennie au complet à finir 4e ou 5e.
Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi, là, sincèrement. Il faut qu'il fasse de quoi parce que, comme tu l'as dit, là, la compétition au sein des contre-équipes est là, il n'y aura pas de cadeaux et tout. Donc, vaut mieux entamer le processus plus tôt que tard. Bon, on a manqué le bateau, par contre, du côté des Cards. Je pense qu'on aurait dû le faire plus tôt. On a Ouais. sous-estimé l'impact de Yadier Molina. Quand il a quitté, on a vu que c'était pas le même club sans notre receveur, sans notre leader. Si on avait fait les mouvements nécessaires à ce moment-là, qu'on avait fait peut-être une transition, sans dire une reconstruction, déjà dans les prochaines années, on aurait été compétitif. Là, maintenant, on commence la reconstruction parce que même l'année passée, c'était pas vraiment une reconstruction. On s'attendait à avoir des meilleurs résultats. Finalement, ils n'ont pas été au rendez-vous. Donc, on a perdu 2 ans là, facile dans notre reconstruction. Puis ça risque de nous faire mal parce que, comme tu l'as dit, les autres équipes sont en progression. Sébastien, je te relance justement encore une fois sur les Cards. Mais pour les Cards, nous demande Jean-Michel, reconstruction ou garder les vétérans avec Marmol, vous pensez que ça va changer quelque chose? Comment tu vois justement là, cet avenir-là avec Oliver Marmol? Là, tu penses-tu qu'ils sont en train de se mordre les doigts que Skip Shoemaker soit rendu dans l'administration des Rangers? Tu sais, comment tu vois ça? Certainement. Pour moi, Marmol n'est pas l'homme de la situation. Je ne sais pas ce qu'il lui trouve à Saint-Louis. J'aurais pensé qu'il serait déjà plus là. Je pense qu'on l'a placé dans cette situation-là pour avoir des résultats. Puis on le dit souvent, c'est une ligue de résultats. Puis pour le moment, Marmol ne donne pas de résultats. Puis je ne vois pas comment il va en donner dans le futur. Puis il ne sera pas là quand l'équipe va être à maturité pour gagner un autre championnat. Je suis quasi certain. Donc, c'est le temps de reconstruire. Peut-être qu'on va lui donner 1 ou 2 ans pour peut-être travailler avec les jeunes, mais par la suite, quand ça va être le temps de gagner, ça va prendre quelqu'un d'autre. Moi, je pense qu'il tu vois, il reste un an au président actuel avant que ce soit Chaim Bloom là, qui prenne la relève. Je pense qu'il reste un an à Marmol, puis après ça va être terminé. Ça se peut bien. Max, question ici de la part de Patrick qui nous demande Paul Skeens, est-ce qu'il va gagner 0, 1 ou 2 trophées selon vous? Je rappelle que Paul Skeens est en nomination pour le titre de recrue de l'année avec Jackson Merrill et Jackson Chourio. Et il est aussi en nomination avec le Cy Young, une rare recrue en nomination pour le Cy Young, aux côtés de Chris Sell et de Zach Wheeler. Donc, je te demande de te prononcer 0, 1 ou 2 trophées. Je vais y aller avec 1. Et je crois que ça va être celui de la recrue de l'année. Je suis en amour avec Paul Skeens. J'adore ce joueur, sincèrement. Là. Je suis allé voir les Pirates il y a 2 ans. J'ai encore gardé mon petit verre, là, comme ceux qui nous voient à la caméra, qui ont le plaisir de nous voir. C'est une organisation que j'aime bien. Puis je pense que Paul Skeens, c'est ce genre de joueur-là qui peut transformer ton organisation. Cette année, il a été incroyable. Là, juste être partant au match des étoiles, on s'entend, là, que c'est tout un fait d'armes. Là. Donc, contrairement à toi, Charles-Alexis, moi, je pense qu'il va y aller pour le trophée de la recrue de l'année, mais je ne pense pas qu'il va gagner le Cy Young. Ceci dit, il va gagner plusieurs au cours de sa carrière, c'est indéniable. J'en ai la sincère conviction. Je placerai même mon hypothèque là-dessus, pour vous dire. Mais quand même, c'est pas cette année, mais je crois que oui, cette année, ça va être le trophée de la recrue de l'année, que ce sera très mérité. Sébastien? Je vais y aller avec 0, malheureusement. Moi aussi, je suis en amour avec Paul Skeens. Il va remporter des trophées dans les prochaines années. Par contre, est-ce qu'il a assez joué cette année? Quand il est présent, il est totalement dominant. C'est lui qui mériterait et le Cy Young et la recrue de l'année. Par contre, le Cy Young cette année doit aller à Chris Sale, aucun doute là-dessus. Pour la recrue de l'année, c'est surtout en fin de saison, il lançait presque plus. On l'a vu dans un match contre les Yankees, il avait lancé une manche, si je ne me trompe pas. 2 manches, c'était très décevant. Je comprends la décision, mais malheureusement, pour moi, ça ne peut pas lui faire mériter ce trophée-là. Moi, si c'était juste de moi, je donnerais le recrue de l'année à Paul Skeens. Mais si on me demande la prédiction, je pense que c'est Jackson Merrill qui va le gagner. Ça s'enligne vers ça. Mais je pense que si Jackson Merrill le gagne, en tout respect pour le voltigeur de centre des Padres, ce serait une erreur. Parce que s'il y a Paul Skeens qui existe, et mon Dieu. S'il avait commencé à lancer comme ça, un petit peu plus tôt durant l'année, non seulement il pourrait gagner recrue de l'année, mais il y aurait des vraies chances de gagner le Cy Young. Là, je pense qu'il va finir 3e derrière Wheeler et Chris Sale. Mais Max, comme tu l'as dit, ce sera pas il va avoir d'autres opportunités de gagner le trophée Cy Young, peut-être même dès 2025. Parce que là, il va commencer l'année dans le baseball majeur. Donc, non, ça va être assez intéressant à suivre, là, ça, c'est sûr. Exactement. Puis je trouve ça plate qu'ils les Pirates l'ont monté, mais un peu plus tard, là, on sait, c'est un truc de contractuel et tout. Là.
Mais je pense que s'il avait entamé la saison plus tôt, comme tu dis, Charles-Alexis, il y aurait eu des bonnes chances pour le Cy Young. Puis le trophée de la recrue de l'année aurait été dans la poche. Absolument, absolument. Sébastien, j'ai une question ici pour toi sur les Mets. Il y a Benoît qui nous dit les Mets sont la plus grosse masse salariale du baseball, mais sont incapables de rien gagner. Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation-là? Ben, on va le voir l'an prochain. Il y a 2 ans, il y avait une très grosse masse salariale. On s'est départi de plusieurs gros contrats et on s'est rendu en série de championnat. Quand même, on avait une très grosse masse salariale. On continuait de payer du salaire sur les joueurs qui étaient ailleurs. Mais là, on a une équipe qui s'est rendue en série de championnat, qui a pris de l'expérience, puis on le sait, on va dépenser cet hiver. Donc, c'est vraiment là qu'on va voir la vraie valeur des Mets avec les ajouts qu'on va faire. Il n'y a aucun doute qu'on va avoir la plus grosse masse salariale du baseball majeur, mais là, il va falloir répondre de nos actes parce que c'est vrai que dans les dernières années, les Mets ont très souvent déçu. On s'attendait à beaucoup plus. On a eu des problèmes dans le vestiaire, on a eu des problèmes à l'extérieur du terrain. On n'avait pas les résultats qu'on aurait probablement souhaité à New York. Mais là, Steve Cowan est en train de placer ses pions tranquillement pour remporter un championnat. Donc, c'est là qu'on va voir la vraie valeur de ces Mets-là. Il y a Benoît ici qui nous pose une question, Max, que je vais te soumettre. Shohei Ohtani va-t-il relancer un jour? Ben oui. Ben oui. Il y a quelqu'un qui est inquiet de ça? Ben non, Moi, je suis pas inquiet. Ben non, je suis pas inquiet. Je pense que ça. Puis même, je pense que les journalistes ont questionné Dave Roberts à savoir s'il allait lancer en série mondiale. Évidemment, il n'a pas lancé, mais non, je crois qu'on peut revoir Ohtani lancer dès 2025. Là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Là, mais, le contrat qu'il a signé, de toute façon, là, ils veulent qu'il lance, là, c'est indéniable. Oui, exactement. Puis, tu sais, on s'attendait à ce qu'il lance dès le début de la saison. Avant qu'il se blesse en série mondiale, il s'est blessé à l'autre épaule, il a été opéré, donc il ne pourra pas lancer dès la première série de l'année, les Dodgers qui vont ouvrir la saison au Japon, mais à quelque part au mois d'avril, il devrait être établi puis revenir sur le monticule. Donc, non, il va relancer, puis tu sais, je m'attends pleinement à ce que ce soit le plan, parce que je ne pense pas qu'on l'a signé pour qu'il lance pendant les 10 années du contrat, à part la première, évidemment, on savait qu'il se remettait d'une opération. Je pense que dans 4, 5, 6 ans, il va arrêter de lancer. Il va peut-être juste frapper. Mais pour le moment, c'est un gars qui carbure à ça. Là, je m'attends pleinement à ce qu'il continue de lancer. Puis même si c'était au mois de mai, il n'y a aucun problème là, à Los Angeles. On va avoir une rotation à 6 partants. Ouais. Ohtani va pouvoir être pleinement reposé. Donc, oui, on l'attend. À moins qu'il arrive une catastrophe cet hiver, là, on l'attend en début de saison à quelque part au mois d'avril. Puis sinon, au pire des pires, au mois de mai. Sébastien, on a une question qui s'est rajoutée ici de Jean-Michel. Avec Buster posé vraiment en contrôle pour l'entre-saison, lui qui est plus arrivé vers le camp avec les Giants, mais selon vous, est-ce qu'il va faire renaître cette équipe qui a toujours été une équipe sur qui il faut compter avant 2015? Puis une des raisons pour qu'on comptait sur cette équipe-là, c'est parce qu'il était derrière le marbre. Là, derrière le bureau, dans sa chaise de président des opérations baseball, est-ce que tu as confiance en Buster Posey? C'est à moi que tu as posé la question, j'ai juste manqué. C'est à toi que j'ai posé. OK, parfait. Ben, il va falloir réussir à signer des joueurs autonomes d'impact. C'est ça notre problème à San Francisco. Souvent, on se fait couper l'herbe sous le pied. On a plusieurs options. On est dans les dossiers, un petit peu comme les Jays, mais on ne réussit jamais à capitaliser puis à aller chercher les joueurs dont on a besoin. Donc, ça va être une chose à régler. Est-ce que la présence de Posey peut faire une différence? Certainement. À quel point? Je ne le sais pas. Puis il va falloir prendre de meilleures décisions dans l'état-major. Puis ça, je pense qu'une tête comme Posey peut faire une différence. Benoît qui nous mentionne ici beaucoup de rumeurs de Vlad avec les Giants. As-tu vu ça, toi, Sébastien? Moi, je n'ai pas vu passer tant le nom de Guerrero avec les Giants. Non, moi non plus. Je serais quand même surpris que ce genre de transaction-là survienne. Qu'est-ce qu'on donnerait en retour du côté des Giants? Ouais. Je pense pas qu'on aurait vraiment le prix voulu du côté des Jays. Non, je pense pas que c'est deux équipes qui ont les moyens de danser ensemble, là, juste par le point où sont rendus les Giants là, dans leur cycle. Max, il y a Olivier qui nous rajoute comme ça. En plus, les Giants n'ont même pas rencontré Juan Soto. Est-ce que c'est quelque chose qui t'étonne, toi, compte tenu du fait que dans les dernières années, on était vraiment all-in sur tous les gros agents libres, puis que tu te dis, mon Dieu, si tu arrives à ne serait-ce que signer un gars comme Juan Soto, ben, tu te remets sur la map, tu peux affronter les Dodgers, tu peux affronter les Padres. Es-tu étonné qu'il n'y ait même pas de rencontre avec Scott Boras et Juan Soto? Honnêtement, oui. Surtout là, considérant Scott Boras comme
comme agent là, qui veut aller chercher là, les offres un peu partout aux quatre coins de la ligue, là, c'est assez étonnant que les Giants ne sont pas du lot. Là, on s'entend, là, l'année passée, ils ont été très agressifs. Même dans les derniers hivers, là, ils ont toujours été très agressifs. Donc, cette année, en effet, là, ça demandait c'est quoi la direction que le club veut prendre, mais c'est étonnant. Puis, tantôt, là, la question qu'on a posée à propos de Buster Posey, là, moi, je vous le dis depuis tantôt, hein, je suis un fan de baseball. Puis, c'était-tu beau le voir jouer, hein, lui, quand il était là, les belles années au début 2010 là, avec les Giants, puis la batterie avec Lincecum, et c'était du bonbon. Là. Merci d'avoir posé la question puis de m'avoir rappelé des beaux souvenirs de la sorte. Là. Merci beaucoup. Tu sais, des gars comme Buster Posey, là, faisons du chemin justement là-dessus. Là, c'est le genre de gars autour de qui tu construis. Tu sais, regarde, à San Francisco, ils ont gardé Posey, mais ils ont laissé partir un gars comme Madison Bumgarner. Regarde, Yadier Molina, ils l'ont gagné, ils ont laissé partir Albert Pujols. Puis quand est-ce que les deux équipes ont commencé à s'écrouler? C'est quand ces gars-là sont partis. En 2022, il y a eu la run magique des Cardinals. Depuis ce temps-là, ils ne font plus rien. Les Giants, en 2020, Buster Posey avait décidé de se retirer de la saison en raison de la COVID, n'avait rien fait. Il est revenu en 2021, ont connu leur saison de 107 victoires, et reparti depuis ce temps-là, ils n'ont plus rien fait. Tu sais, un receveur de franchise comme ça, Max, là, pour moi, ça change tout. Ben oui, c'est sûr. Puis pensez pas que les gars que je crains pas là, quand Salvador Perez va partir des Royals. Là, pour vrai, oui. c'est pas que j'aime pas Furman là, en ce moment derrière lui, mais quand même, là, tu sais, puis pour faire un lien avec les Jays, là, quand ils ont laissé partir Moreno, là, ça m'a inquiété. Puis finalement, la postérité tend à me donner raison, exactement. Là. Donc, un bon receveur qui est la pierre angulaire, là, pourquoi vous pensez qu'autant Russell Martin, là, qui était adulé, on en parle encore, que c'était un coéquipier mérite et tout. Mais vas-y, Charles-Alexis, ouais. Oui, je disais, ben oui, il a fait 10 fois sur 14 les séries. Il a mis fin à la séquence de 20 ans pas de série à Pittsburgh. Il a mis fin à la séquence de 20 ans en série à Toronto. Il a fait les séries avec 4 équipes différentes. Il changeait la donne, Russell Martin. Là. C'est à lui que John Gibbons a demandé de gérer le dernier match de sa carrière. Là, j'ai oublié ça, c'est vrai. C'est des généraux. C'est des généraux en défensive. C'est des généraux pour la relation avec les lanceurs. Ça change absolument tout dans une équipe. Puis quand tu as un gars de même dans ta formation, tu ne peux pas t'en départir. Ce que les Jays ont fait avec Moreno, il n'y en a pas. Tu n'iras pas en chercher un gars de même ailleurs. Probablement que les Diamondbacks, quand ils ont eu cette offre-là, ils ont signé tout de suite parce que tu ne réussiras pas à aller en chercher un. Il n'y en a jamais disponible. Tu dois les garder, tu dois les conserver dans ton équipe. Ça fait toute la différence. Puis on l'a vu avec ces noms-là. Puis le point que tu amènes, Max, Salvador Perez, ça va faire une différence, c'est sûr et certain, avec les Warriors. Puis, tu sais, moi, Max, là, tu sais quoi aussi un autre exemple de pourquoi j'aime les receveurs si on continue sur ce chemin-là? C'est que, tu sais, on le voit surtout en série. Là, mettons, premier match de la Série mondiale, c'est à Los Angeles. Là, avant le début du match, on annonce premier frappeur, Shohei Ohtani, il se présente, bonjour. Deuxième frappeur, Mookie Betts, il se présente. Tu continues. Et là, quand tu arrives à Will Smith, il ne se présente pas avec ses coéquipiers. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'enclos et il travaille avec son lanceur partant. Tu sais, un receveur a comme mission de mettre l'équipe en avant de lui, de faire shiner tout le monde. C'est le seul qui est à l'extérieur des lignes, qui fait face aux autres. Pour moi, c'est une débite complètement différente, un receveur. Vraiment, c'est vrai. C'est un bon point. C'est un bon point que tu apportes. Hein? Quand on salue la foule, exact, lui, non, il est occupé. Il lance, il n'a pas le temps. Il gère son lanceur, ça sort que tout va bien. Quand là, il sent, hein, c'est des gars de feeling, les receveurs, là, ils savent que quand leur lanceur va pas bien, tant d'arrêt sur l'arbitre, je vais le voir, t'es bon, t'es fin, t'es capable, vas-y, mon homme. Quand il est en confiance, il accélère le rythme. Quand ça ne va pas, on ralentit le rythme, c'est correct, reprends tes forces, mon homme, ça va bien aller. Non, c'est toute une importance, un receveur dans une équipe de balle. Tu as soulevé un maudit bon point, Charles-Alexis. Puis pas juste pour le lanceur, là, on parlait de Will Smith. C'est qui a demandé un temps d'arrêt pour aucune raison en série mondiale ou en série de championnat quand il a vu que Freddie Freeman avait fait un jeu au premier but, puis on sait tous qu'il était blessé, puis qu'il avait besoin d'une couple de secondes pour sa cheville. C'est qui a demandé un temps d'arrêt dans le vide pour aller parler à son lanceur puis rien dire parce qu'il voulait juste que Freddie Freeman ait une couple de secondes de plus? C'est le receveur qui a demandé ça. Pourquoi? Parce qu'il a le jeu devant lui, puis sa job, c'est de faire shiner les autres. Fait que, non, un receveur, là, ça a toute son importance. Puis Sébastien, les Yankees s'enlignent peut-être pour en avoir un, écoute, peut-être pas un Jorge Posada ou un gars de cette trempe-là, mais un Austin Wells peut devenir justement un joueur qui va être solide. Il est en nomination pour le titre de recrue de l'année. Les Yankees en ont un bon aussi. Là, ben, c'était un petit peu là
que j'allais, dans le sens que c'est encore plus impressionnant un receveur qui frappe parce que les receveurs n'ont pas le temps de pratiquer autant que les joueurs en défensive réguliers, que les frappeurs de puissance. On a tellement de choses à gérer du côté de ces joueurs-là qu'on travaille un petit peu moins sur notre coup de bâton. Donc, quand on a un receveur qui, en plus, amène un coup de bâton dans cet alignement de frappeurs-là, c'est un joyau. Il faut le garder. Puis, on a vu des flashs d'Austin Wells qui est capable de faire ça. C'est son année recrue. Il a connu des passages à vide. Ça n'a pas toujours été facile, entre autres en série, mais on sait qu'on en a un bon entre les mains et qu'on va pouvoir construire autour de ce joueur-là, qu'on a repêché en première ronde, qu'on voyait gros. Là, on est en train de le voir se développer. Puis il y a Jean-Michel, justement, à ce niveau-là, qui nous mentionne, si on parle de Molina puis de Perez, il dit que c'est des gars qui pour eux, c'est important de rester fidèles à leur équipe. Patrick qui nous mentionne aussi un Adley Rutschman avec les Orioles. À la seconde où il est arrivé à Baltimore, c'est là que le club a commencé à monter en 2022. Donc, non, c'est l'importance du receveur, là, je n'en démordrai pas. Les lanceurs partants et les receveurs, là, c'est pour moi deux aspects qui sont très importants. Max, merci beaucoup d'avoir été là avec nous. Ça a été un grand plaisir de t'avoir sur le podcast. Ben, merci, c'est gentil. C'était très plaisant pour moi. Je refais ça quand vous voulez, les gars. Là, vraiment, un peu de plaisir. Absolument, yes. Absolument. Merci, Max. Sébastien, merci beaucoup d'avoir été là comme à chaque semaine. Merci évidemment aux auditeurs qui étaient là et qui ont interagi en grand nombre et qui continuent d'interagir. Le Benoît qui nous mentionne que Volpe l'a impressionné aussi, peut-être le prochain Jeter. Mon père qui nous mentionne, tout comme les gardiens au hockey, les receveurs ont le jeu devant eux. Tu sais, c'est des hommes masqués là, qui ont une vision différente du jeu. Donc, cette interaction-là là, avec tous les auditeurs qui nous ont écoutés est très, très, très précieuse. Évidemment, ça, c'est pour ceux qui nous écoutaient en live jeudi 20h sur Facebook, sur YouTube ou sur X. Mais Sébastien, il y a d'autres façons aussi de nous retrouver. Oui, certainement. On peut réécouter l'épisode qu'on va placer sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Donc, si vous cherchez Passion MLB, le podcast, vous allez nous trouver. Et bien sûr, sur notre site Internet où on va placer l'épisode du podcast, mais aussi où on rédige plusieurs textes par jour, dont ceux de Max sur les Royals, entre autres. Donc, si vous voulez nous lire, on est là à chaque jour, on se colle à l'actualité. Donc, vous allez nous trouver si vous nous cherchez, c'est sûr et certain. Donc, merci à tout le monde d'avoir participé à cet épisode-là. On surveille évidemment ce qui va se passer dans l'actualité chez les agents libres et sur le marché des transactions. Et d'ici là, nous, on se dit à la semaine prochaine.